couvre-feu et le message également aux gens qui contestent le couvre-feu. Écoutons le premier ministre du Québec, François Legault. Dr Horacio Arruda, Monsieur le Premier ministre, la parole est à vous. Oui, bonjour tout le monde. Hier, on a eu 1490 nouveaux cas, 12 nouveaux décès, dont 6 seulement ici à Québec, dans la capitale nationale. 6 décès, 6 nouveaux décès hier à Québec. Donc, s'il y en a à Québec, entre autres, qui pensent que c'est pas sérieux, la COVID, 6 nouveaux décès dans une journée, je pense qu'il faut regarder les faits et être très, très, très prudent. On a eu hier le ministre de la Santé, directeur national de la santé publique, une longue rencontre avec les experts de l'INES, de l'INSPQ, les autres experts qui sont à la santé publique, pour essayer de faire des projections dans les prochaines semaines. Ce qu'on voit, c'est que la situation reste grave, puis malheureusement, risque de s'aggraver encore plus dans les prochaines semaines. On a pour l'instant 643 hospitalisations, mais quand on regarde un peu ce qui se passe ailleurs, c'est très inquiétant. Là, je vous donne juste quelques chiffres. En France, actuellement, on a 29 000 hospitalisations. En Italie, on a 32 000 hospitalisations. À New York, on a 4 800 hospitalisations. Plus près de nous encore, en Ontario, on est rendu à 1 800 hospitalisations. Je le rappelle, nous, on était à 643. Donc, quand on regarde ce qui se passe ailleurs, on peut effectivement se demander est-ce que c'est ce qui nous attend dans les prochaines semaines. Bon, d'abord, c'est important de dire qu'il y a 3 régions qui nous inquiètent vraiment, où c'est vraiment très grave. Bon, d'abord, ici, dans la capitale nationale, seulement depuis 2 jours, on a eu une augmentation nette de 15 hospitalisations. L'autre région qui nous inquiète beaucoup, c'est l'Outaouais. On a eu juste depuis 2 jours 13 hospitalisations au net de plus. Et Chaudière-Appalaches, qui est quand même une région plus petite. Et puis là, le problème n'est pas seulement Lévis, il est beaucoup aussi en Beauce. Puis depuis 2 jours, on a eu 5 nouvelles hospitalisations. Donc, quand on regarde l'augmentation des cas des dernières semaines, on peut penser que dans ces 3 régions-là, les hospitalisations vont continuer d'augmenter. Et c'est dans ces 3 régions-là qu'on a, toute proportion gardée, le plus grand nombre de nouveaux cas, puis le plus grand nombre de cas actifs. Donc, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et Outaouais. Donc, je vous annonce tout de suite aujourd'hui qu'on va reporter pour 1 semaine les mesures d'urgence, donc jusqu'au 25 avril. Ça veut dire essentiellement 3 grosses mesures. Couvre-feu à 8 heures. Les commerces non essentiels restent fermés et toutes les écoles restent fermées dans ces 3 régions-là. On étend aussi un peu le territoire parce qu'on s'est rendu compte qu'au cours des derniers jours, en Outaouais puis en Chaudière-Appalaches, ça s'est vraiment étendu, pas seulement dans quelques villes, mais à grandeur des territoires. Donc, à partir de demain soir, 8 heures pour le couvre-feu, puis à partir de jeudi pour les écoles, dans tout l'Outaouais et tout Chaudière-Appalaches, ça va être fermé. Bon, à Québec, il y a une augmentation dans Port-Neuf, mais c'est encore sous contrôle et ça reste faible dans Charlevoix. Donc, on garde la même région qu'on avait pour la capitale nationale. Bon, les 2 autres régions qui nous inquiètent, c'est Montréal puis Laval. Donc, au total, il y a 5 régions qu'on suit de très près. Montréal et Laval, le nombre de cas est élevé. Je reviens à ce que je disais tantôt. Quand on regarde le nombre de nouveaux cas ou le nombre de cas actifs, c'est 4e et 5e région, Montréal et Laval. Donc, après Québec, Chaudière-Appalaches et Outaouais. Mais le nombre de cas reste stable. Donc, élevé, mais stable. Il n'y a pas d'augmentation.
Donc, pour l'instant, pour Montréal et Laval, on garde le couvre-feu à 20 heures, mais pour l'instant, on laisse les commerces non essentiels et les écoles ouvertes. Évidemment, on souhaite, surtout les écoles, les garder ouvertes le plus longtemps possible, mais ce n'est pas impossible que dans les prochaines semaines, des régions très denses comme Montréal et Laval, qu'on soit obligé d'aller plus loin. Mais pour l'instant, on s'en tient au couvre-feu à 8 heures. On voit aussi dans la couronne autour de Montréal, donc Montérégie, Laurentides, Lanaudière, la partie CMM ou ce qu'on appelle 450, qu'il y a une certaine augmentation. Donc, on surveille de très proche. Il y a une région qui était jaune, Côte-Nord, qu'on fait passer au orange parce qu'il y a une augmentation de cas. Et peut-être pour préciser, ce que je n'avais pas fait la semaine passée, puis je m'en excuse, les régions qui sont jaunes, donc nord du Québec, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, et Côte-Nord, même si ça devient orange, ces trois régions-là, on interdit aux gens des autres régions d'aller là. On ne commencera pas à mettre des policiers, mais c'est interdit. Donc, seulement les voyages qui sont essentiels, on demande aux gens de respecter. Puis oui, vous pourriez avoir une contravention si vous vous retrouvez dans une de ces trois régions-là sans une bonne raison. Dans l'ensemble du Québec, là, dans les 17 régions, la situation est toujours fragile, entre autres à cause de la présence des variants. Et je le rappelle, quand on regarde ce qui se passe ailleurs, on peut même se compter chanceux d'être épargné sur une partie de notre territoire, mais il n'y a aucune région qui est à l'abri dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc, il faut rester extrêmement prudent partout, tout le monde. Bon, quand je dis tout le monde, je veux prendre un certain temps pour parler des personnes plus jeunes. On se rappelle, là, dans les premières vagues, surtout la première vague, la grande majorité des personnes qui étaient infectées, qui étaient hospitalisées, c'était des personnes de 60, 65 ans et plus. Actuellement, dans nos hôpitaux, quand on regarde les personnes qui entrent, il y a une majorité qui sont des personnes de moins de 60 ou 65 ans. Donc, peut-être 50, 55 %. Donc, évidemment, s'ils entrent à l'hôpital, c'est parce qu'ils ont des troubles relativement graves. Donc, les experts ne savent pas, est-ce que c'est à cause du variant ou est-ce que c'est à cause justement parce qu'il y en a plus de contagion. Mais ce qu'on a vu, là, quand on dit qu'il y a plus de jeunes, c'est pas seulement en pourcentage. Là. En nombre absolu, le nombre de jeunes a comme doublé. Donc, si on se compare avec le pic de la première vague. Là. Donc, il y a une augmentation nette, brute, absolue, appelez ça comme vous voudrez. Là, c'est pas juste en pourcentage. Il y a une augmentation du nombre de jeunes. Puis, les conséquences sont graves. Là. On parle, dans certains cas, à long terme, de maux de tête, essoufflement, fatigue, perte d'odorat, difficulté de concentration. Bon, vous avez vu comme moi, il y a quelques jours à Québec, une femme de 24 ans qui, en quelques jours, a perdu 40 livres, qui est obligée d'être gavée, qui en a pour des mois avant de réapprendre à manger. Ce matin, on voyait dans les médias un homme de 36 ans à Saint-Hyacinthe, qui est là depuis une dizaine de jours, qui est plus capable de marcher parce que dès qu'il se lève, il y a des étourdissements. Donc, c'est vraiment là possible pour des gens de 20, 30, 40, 50 ans d'attraper la COVID puis d'avoir des conséquences très graves. Ce que ça veut dire, c'est que malheureusement, ça repousse le moment où on pense être capable de revenir à la normalité. Rappelez-vous, on vous disait, une fois que les plus âgés vont être vaccinés, le portrait va beaucoup changer. Sauf que là, le portrait a beaucoup changé chez les plus jeunes. Il y a beaucoup plus de jeunes qui sont hospitalisés.
Ça veut dire que le 24 juin, ça demeure la date où on peut espérer commencer à penser à la normalité, pour deux raisons. Bon, évidemment, ça avance très bien avec la vaccination, puis tous les Québécois qui veulent être vaccinés vont pouvoir être vaccinés d'ici le 24 juin. Puis évidemment, on va voir ce qu'on réussit à faire avec les écoles. On veut garder les écoles ouvertes partout le plus longtemps possible. Mais tant que l'année scolaire ne sera pas finie, donc autour du 24 juin, il va y avoir de la contagion dans les écoles qui vont affecter les gens qui habitent avec ces enfants-là. Donc, on peut penser qu'il y a beaucoup d'incertitudes là, pour les 2 prochains mois. Donc, on a 2 gros mois devant nous. Là. Je trouve ça terrible de dire ça. Là. J'aimerais mieux être en train de vous dire on a quelques semaines difficiles devant nous, là, mais on a, avec le variant, avec la présence de la COVID chez les gens plus jeunes, puis les hospitalisations chez les plus jeunes, on a 2 gros mois devant nous. Bon, en terminant, je veux m'adresser aux jeunes adultes, là. Pas ceux qui ont fait du vandale là, dans le Vieux-Montréal dimanche, là, les autres jeunes. Je comprends que vous êtes tannés. J'ai eu 20 ans, puis quand on a 20 ans, c'est le temps d'être avec ses chums, puis avoir du plaisir, puis sortir. Puis déjà, depuis 1 an, on vous en a demandé beaucoup. Donc, je ne veux pas faire la morale à personne. Au contraire, je suis très reconnaissant de ce que les jeunes ont fait depuis 1 an. Mais là, il faut comprendre, ça fait 1 an qu'on vous dit « soyez solidaires des plus vieux », mais là, actuellement, c'est votre santé qui est en jeu. Il y a des jeunes adultes qui vont à l'hôpital puis qui ont des conséquences graves, là. Donc, il faut faire attention à votre santé. On a 73 jours devant nous avant que tous les adultes là, soient vaccinés, tous ceux qui le veulent. Donc, je veux vous dire d'être prudent. Terminant, parce qu'il y en a beaucoup qui en ont parlé, effectivement, ça s'est passé après la conférence de presse, autant du côté de la CNESST que de la santé publique, puis je ne l'avais pas vu passer. À cause de la présence des variants, les masques à l'extérieur sont obligatoires. Il y a 2 exceptions. Si vous êtes seul ou avec des gens avec qui vous habitez, vous n'êtes pas obligé d'avoir un masque. Ce que la santé publique nous dit, si vous faites un pique-nique, maximum 8, une fois que vous êtes assis à 2 mètres les uns des autres, vous n'avez pas besoin de porter de masque. C'est les 2 seules exceptions. Donc, quand vous êtes seul avec des gens avec qui vous habitez ou une fois assis dans un parc à 2 mètres, que vous pouvez enlever le masque. Le reste du temps, quand il y a d'autres personnes autour de vous, même s'il y en a juste une qui n'habite pas avec vous, maintenant, le masque est obligatoire. Donc, je comprends que les mesures changent beaucoup, mais la situation change beaucoup aussi. Donc, je termine en vous disant, la liberté, c'est évidemment plus que jamais le vaccin, puis le vaccin pour tous. Donc, pas seulement le vaccin pour les plus âgés, mais les vaccins aussi pour les plus jeunes. Hier, on a franchi une étape importante grâce à la bonne organisation. On a franchi le cap du 2 millions de Québécois qui sont vaccinés. Puis, on vise toujours, puis on est convaincu que tous ceux qui veulent se faire vacciner d'ici le 24 juin vont pouvoir se faire vacciner. Donc, ça veut dire qu'il nous reste 73 jours, et après ça, ça va être l'été. Donc, je vous remercie beaucoup tout le monde. Good afternoon. Bonjour à chacun et chacune. La situation est grave et pourrait s'aggraver. Nous avons 3 régions où cela nous préoccupe davantage: Québec, Chaudière-Appalaches et l'Outaouais. C'est pourquoi j'annonce que les mesures d'urgence vont continuer dans ces 3 régions jusqu'au 25 avril. À partir de demain à 20 h, les mesures vont également s'appliquer
dans les régions de l'Outaouais et des Chaudières-Appalaches. Nous suivons de très près la situation qui prévaut à Montréal et à Laval. Le nombre de cas d'infection est élevé, mais ça s'est stabilisé. Il y a une augmentation de cas dans la Côte-Nord, c'est pourquoi la région va passer à la catégorie orange. Je répète que la situation est fragile partout au Québec. Avec les variants, aucune région n'est épargnée. Chacun doit rester réellement prudent. Il nous faut faire preuve de patience jusqu'au 24 juin. J'ai un message pour les jeunes, ceux qui en ont assez de la pandémie. Je comprends ce que vous vivez. Je sais à quel point la vie sociale et les amis peuvent être importants à votre âge. Je ne vous juge pas, tout au contraire. Il nous faut reconnaître tous les efforts que vous avez consentis en une année, mais de plus en plus de jeunes tombent malades. Alors, s'il vous plaît, suivez les règles afin de vous protéger. Tous les Québécois sont en mesure d'être vaccinés avant le 24 juin. Il nous faut donc tenir encore 73 jours. Je compte sur vous tous et toutes. Et merci. Merci beaucoup. Nous allons amorcer la période des questions avec Patrice Bergeron de la Presse canadienne. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. D'abord, je voudrais m'assurer qu'avant d'aller plus loin, vous avez donné toutes les informations importantes dans votre présentation et qu'on ne la prendra pas par communiqué par la suite. Est-ce qu'il manque des choses que vous devriez... Bon, la semaine dernière, j'ai jugé que l'interdiction dans les 3 zones jaunes était... on avait déjà beaucoup d'annonces à faire, donc c'est moi qui ai pris la décision de ne pas le dire. La décision la semaine dernière concernant les masques, la décision de la CNESST est tombée après mon point de presse. Donc, je suis complètement transparent. Je vous donne toutes les informations importantes, puis je vais continuer de le faire. Donc, vous ne saviez pas pour la décision d'obliger à porter le masque à l'extérieur avant la conférence de presse? Bien, je n'étais pas au courant, donc ça m'était passé, là. Peut-être que ça m'avait été dit, mais je n'étais pas au courant. Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous trouvez dans cette lignée-là que lorsque des mesures comme ça tombent après, comme le port du masque, que là, il y a un risque de décrochage au niveau de l'adhésion parce que le message passe mal? Bien, écoutez, là, ce qu'on dit, c'est que quand on est avec une autre personne avec qui on n'habite pas, on devrait porter le masque. C'est pas quelque chose de nouveau. Bon, oui, il y avait eu à un moment donné une époque où on a dit si vous allez prendre une marche avec une personne, c'est correct. Mais avec le variant, ce que j'ai compris, c'est que la santé publique a dit même si vous êtes juste avec une personne, portez un masque. Justement, dans cette veine-là, si on décide, M. Legault, tous les deux d'aller jouer au golf, on devra porter le masque. Si on va dans un parc où le problème est présentement à Montréal, puis qu'on s'assoit, on ne porte pas le masque. Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas ça le problème? Là? C'est pas égal partout, là. Bien, peut-être que le Dr Arruda peut expliquer, là, mais je peux comprendre que quand on est immobile à plus de 2 mètres, c'est une chose, là. C'est exactement la situation. Il faut comprendre que tout ça est associé, 1, aux variants qui sont excessivement transmissibles. 2, on sait le comportement humain, c'est un être social. C'est très difficile de maintenir le 2 mètres, surtout si on est en train de bouger, marcher, on se rapproche, etc. Et 3, les seules exceptions, c'est effectivement quand on est assis à un banc à 2 mètres de quelqu'un, qu'on ne bouge pas, qu'on ne va pas se rapprocher. À ce moment-là, on peut enlever le masque. Et si on est autour d'un endroit où on peut être fixe à 2 mètres pour pouvoir manger, faire un pique-nique, on enlève le masque. Donc, c'est un peu dans cette perspective-là. Et quand vous jouez au golf, vous n'allez pas vous maintenir nécessairement le 2 mètres les uns des autres. C'est trop facile de se rapprocher. Et on n'a qu'à voir comment les gens se comportent dans la rue pour comprendre la raison pour laquelle on ajoute cet élément-là dans la perspective du variant. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le ministre, Dr Arruda. Monsieur Legault, vous avez eu, de ce que je comprends, des projections faites par l'INSPQ, comme ça arrive à toutes les semaines,
On comprend également que ce qui est inquiétant, ce sont les hospitalisations. On comprend que le nombre de cas va amener davantage d'hospitalisations. À partir de quand, selon les projections que vous avez eues, est-ce que le réseau de la santé va être surchargé, il va tomber en état, par exemple, où il va falloir faire encore plus de délestage que ce qu'on a en ce moment? Là, je comprends que ça doit concerner davantage les 3 régions problématiques. Là. Bon. Je vous dirais d'abord, il n'y a pas de réponse simple, parce que quand je regarde les projections de l'INES et de l'INSPQ, ils n'ont pas exactement les mêmes projections. Deuxièmement, les projections sont faites dans 2 régions, le Grand Montréal et le reste du Québec. Or, la situation est plus complexe que ça. Comme vous le dites, il y a 3 régions qui sont dans le reste du Québec qui sont particulièrement fragiles, difficiles, inquiétantes. Mais on n'a pas, comme tel, de projection parce que le nombre n'est pas suffisant seulement pour ces 3 régions-là. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse facile. On voit qu'on a une marge de manœuvre dans le Grand Montréal pour l'instant, mais on voit que ça va être serré dans le reste du Québec. Vous avez dit également que vous visez le 24 juin là, pour avoir une espèce de retour à la normale, là, si je comprends bien. Le Grand Prix du Canada, c'est le 13 juin. Est-ce que ce serait pensable de tenir cet événement-là, compte tenu du fait, d'une part, que ça implique le déplacement de 2000 personnes qui vont être la semaine d'avant à l'étranger, quelque part en Europe, je pense, et ensuite les amener sans qu'ils aient fait le 2 semaines obligatoire, comme on impose à tous les gens qui arrivent de l'étranger, qui viennent s'installer. Est-ce que, sur le plan sanitaire, ce serait une bonne idée de faire ça, le message que ça enverrait, et est-ce qu'on doit accéder aux demandes financières des organisateurs du Grand Prix? Bien, comme vous le dites, il y a comme 2 décisions. Il y a une décision sanitaire qui relève de la santé publique du Québec et du Canada. Et bien là, c'est à eux autres, c'est aux experts à répondre à cette question-là. Puis il y a la partie financière, où là, on nous dit, parce qu'il n'y aura pas de spectateurs, il faudrait qu'il y ait une compensation qui vienne du gouvernement, alors qu'on a déjà beaucoup donné. L'inquiétude qu'on a, c'est si on n'a pas le Grand Prix en 2021, qu'arrive-t-il avec notre entente 2022-2029? Parce qu'oublions pas que le Grand Prix, c'est l'événement où il y a à peu près le plus de vraies retombées économiques, là, parce que c'est de l'argent qui vient de l'étranger, qui est dépensé ici au Québec. Puis évidemment, on s'assure toujours que l'aide qui est donnée est inférieure aux vraies retombées économiques pour le Québec. Donc, c'est tout ça qui est discuté actuellement, puis il n'y a pas encore de conclusion. Est-ce que je peux avoir Journal de Québec de la santé publique, par contre, sur l'aspect... Oui, rapidement, Monsieur Santé publique. Oui. Bonne idée, M. Ouda, de... Pour ce qui est de la tenue de l'événement à huis clos comme tel, il y a moyen de le tenir... selon nous, en termes de santé publique, là, avec des mesures et des protocoles bien avisés. Pour ce qui est de la question de l'importation, notamment du virus, par des gens qui viendraient de l'extérieur sans quarantaine, ça, c'est des discussions qui ont cours actuellement entre le Québec et le Canada, qui est responsable de la mise en place de la quarantaine. Il va y avoir des évaluations qui vont être faites pour être capable de faire l'analyse de risque et voir s'il y en est. Mais du côté protocolaire sur le sol québécois, il y aurait moyen de tenir F1 à huis clos sans porter préjudice à la santé publique. Comme j'ai dit, le reste se discute avec le fédéral. Merci, Dr. Arruda. On poursuit avec Geneviève Lajoie, le Journal de Québec. Bonjour, messieurs. Vous avez dit tout à l'heure, M. Legault, que vous n'étiez pas au courant pour le masque à l'extérieur pendant le point de presse. Juste préciser que c'était quand même dans votre communiqué de presse tout de suite après. Là. Mais là, bon, la santé publique nous dit que finalement, donc, ça sera à partir de 2 personnes. Donc, ce qui signifie que, et la santé publique m'a bien précisé, qu'un couple, donc, 2 personnes qui n'habitent pas la même adresse, donc, ne pourront pas marcher ensemble sans avoir un masque. Donc, devront porter le masque à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils ne sont pas obligés de le faire. Alors, y a-t-il une incohérence là? Et cette mesure-là, est-ce qu'elle risque pas de mettre de l'huile sur le feu? Bien, écoutez, bon, là, vous m'amenez un exemple particulier là, qui fait qu'il y a une certaine incohérence, mais idéalement, là, de façon générale, à part exception,
On pense que, compte tenu du fait des variants, compte tenu du fait que les gens puis il y a une très grande transmissibilité, là, on a qu'à voir ici actuellement partout des cas, par exemple à Québec, à cause du variant. Dès qu'on vient de notre bulle comme telle, le risque est important et même à l'extérieur, on peut marcher en bas de 2 mètres et c'est pour ça qu'on a mis ça. Écoutez, l'objectif qu'on a principalement, là, c'est pas d'écœurer les gens, c'est de les protéger actuellement. On voit des cas chez les plus jeunes actuellement. Les gens peuvent se retrouver rapidement aussi hospitalisés aux soins intensifs. Et dans ce contexte-là, on considère que le préjudice porté par un masque versus la protection que ça peut apporter vaut la peine d'être fait et c'est notre recommandation. Donc, je comprends quand même qu'un couple va devoir porter le masque à l'extérieur. Là, on a su qu'il y avait le premier cas de thrombose suite au vaccin AstraZeneca. Et on a su aussi ce matin que Washington décidait que les Johnson & Johnson, en tout cas, ils mettaient un frein là-dessus pour le moment. Qu'en est-il de notre objectif du 24 juin d'avoir vacciné tout le monde avec ces nouvelles informations? Bien, concernant le cas de thrombose, là, comme je vous dis, on va avoir un communiqué dans les prochaines minutes qui vont expliquer la situation. Je pense que la bonne nouvelle, c'est le genre d'événement qui, malheureusement, on s'attendait parce qu'on savait qu'il allait avoir de ce genre de... Mais on savait que ça allait rester, si ça reste à l'intérieur des paramètres qui étaient connus. Donc, je pense que la bonne nouvelle, c'est que la dame en question, elle a été prise en charge, puis elle se porte bien. Donc, je vous dirais que l'ensemble de ces événements-là sont... Ce qu'on fait en ce moment, c'est de l'hypervigilance. Puis ça, c'est important de le dire. On suit toute la question de la vaccination, les cas qui pourraient être apportés. C'est le premier cas. Et je pense que c'est pour ça qu'on avait demandé aux gens de bien être conscients de la situation. Mais on parle de... Ici, encore une fois, c'est un bel exemple. On a plus de 100 000 personnes qui ont été vaccinées dans les 5 derniers jours. Puis on parle d'un cas. Et la personne se porte bien. Donc, on est capable d'avoir un protocole maintenant qu'on applique s'il y a un cas de thrombose d'une personne parce qu'on les suit de très proche. Donc, c'est pas une surprise dans le sens que ces événements-là peuvent arriver. Sur la question de tout ce que ça peut faire en termes de notre échéance, c'est de le rendre plus serré. Je vais juste vous donner, si vous me donnez à peu près 30 secondes, je vais vous donner quelques chiffres clés. OK? Aujourd'hui, là, la bonne nouvelle, puis la très bonne nouvelle, c'est qu'on a 2 millions de Québécois vaccinés en date du 13 avril. D'ici la fin mai, donc dans les 7 prochaines semaines, ce qu'on va recevoir, c'est environ 2,2 millions de vaccins qui excluent toute nouvelle arrivée de AstraZeneca ou de Johnson & Johnson. Donc, 2 millions vaccinés jusqu'à maintenant, 2,2 jusqu'à la fin de mai. Et en juin, on va recevoir 4 millions de doses. Parce que c'est le mois de tous les mois, c'est là qu'on va recevoir des quantités pharaoniques de Pfizer et de Moderna. Donc aujourd'hui, là, que Johnson & Johnson ne soit pas là, on n'a aucun problème à réaliser notre objectif de 5,3 millions pour la fin juin. Ça, c'est clair. À moins que ces vaccins-là n'arrivent pas, mais c'est pas Johnson & Johnson qui va venir faire la différence. Alors nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut continuer de vacciner nos personnes à risque, c'est-à-dire nos catégories 8, c'est-à-dire les malades chroniques. Hein, on le dit, ça, c'est 500 000 personnes. On a dans la catégorie 9 nos travailleurs essentiels, nos professeurs, on a aussi 500 000 personnes. Quand vous additionnez ça, ces personnes-là, de 1 million de personnes qu'on doit vacciner dans les prochaines semaines, quand on regarde le nombre de vaccins qu'on a, les travailleurs de la santé qui nous restent à faire, les deuxièmes doses de CHSLD et d'RPA, on va très bien jusqu'à la fin mai. C'est ce qui nous permet de vous annoncer aujourd'hui qu'à compter de demain, toutes les deux catégories 8 et 9, c'est-à-dire les malades chroniques et les travailleurs essentiels, vont pouvoir prendre rendez-vous à l'échelle du Québec à compter de demain sur Clic Santé. Ça aussi, c'est une très bonne nouvelle, ce qui fait que ces gens-là, tous les gens qui ont les maladies chroniques
et qui sont des travailleurs essentiels d'ici le 31 mai devraient pouvoir être vaccinés. Et c'est ce qui nous permet de dire encore une fois aux gens de 55 et moins, si vous voulez passer en parallèle avec ces gens-là, parce que là, je viens de vous dire, pour cette semaine, là, c'est les catégories 8 et 9 principalement qu'on va vacciner avec les travailleurs de la santé puis les deuxièmes doses. Alors, si vous avez la chance d'avoir 55 ans et plus, bien écoutez, le AstraZeneca, il est pour vous, puis c'est pour ça que ça a été si populaire dans les derniers jours. Ça va? Véronique Prince, Radio-Canada. Oui, bonjour à vous trois. J'aimerais vous donner une statistique qui date du 24 mars. En fait, en Irlande, c'est 0,1 % des 232 000 cas qui ont été recensés là-bas, qui sont issus d'une contamination à l'extérieur. Et cette statistique-là, c'est mon collègue Jean-François Blanchet qui me l'a donnée et qui a demandé aux santé publiques de chacune des régions, donc au CIS et au CIUS, si on avait au Québec des cas documentés de contamination ou d'éclosion survenus à l'extérieur. Et la réponse, c'était on le sait pas, on n'en a aucune idée. Alors, sur quel avis scientifique ça se base, le port du masque à l'extérieur? Bien, ça se base sur la virulence importante du... On n'a pas d'études contrôlées, on n'a pas fait de tests à l'extérieur. Ce qu'on sait, c'est que même à l'extérieur, quand vous parlez, quand vous éternuez ou vous toussez, vous projetez des particules. Si vous êtes à l'intérieur d'une zone de 2 mètres, il y a donc possibilité d'exposition, et c'est dans ce contexte-là. Il faut comprendre que quand on fait une enquête auprès d'un cas, les gens peuvent avoir été à l'extérieur, à l'intérieur, puis à bien des endroits. Donc, ça devient difficile. Mais donc, c'est dans cette perspective-là de mesures de protection. Comme je vous le dis, là, les études contrôlées ne sont pas évidentes à faire dans ce domaine-là. Mais par consensus d'experts, compte tenu de la très grande transmissibilité des variants, compte tenu du fait qu'à l'extérieur, à moins de 2 mètres, il y a quand même des particules de la même façon qu'à l'extérieur. Cette recommandation-là a été retenue par nos experts par consensus. Puis j'aimerais avoir des précisions, M. Legault, quand vous dites qu'on a 2 gros mois qui nous attendent. Je ne veux pas que vous me répétiez qu'il faut respecter les mesures, etc. On a saisi ça. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'on doit lire entre les lignes. Est-ce que ça veut dire que les régions ne vont pas diminuer de palier, que le port du masque à l'extérieur, ça va durer 2 mois? Est-ce que vous êtes en train de nous dire, entre les lignes, les mesures sanitaires importantes, attendez-vous à ce qu'elles restent encore 2 mois? Bien, ce que je vous dis, c'est qu'il va y avoir de l'incertitude jusqu'au 24 juin, pour 2 raisons principalement. 1, parce que tout le monde ne sera pas vacciné. 2, parce qu'il va y avoir de l'école, on l'espère, dans beaucoup de régions, puis donc risque de contamination entre les enfants. Je me rappelle qu'on disait, il n'y a pas si longtemps, qu'une fois que les personnes de plus de 65 ans seraient vaccinées, que la situation là, serait complètement différente. Mais là, ce qu'on se rend compte, c'est que le nombre de jeunes qui sont contaminés, là, les personnes de 30, 40, 50 ans, a beaucoup augmenté dans les dernières semaines. Là. Donc, on est dans une situation où tant que ces personnes-là ne seront pas vaccinées, bien, on est dans le trou. Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour. Les 3 régions ont évidemment des mesures renforcées. Est-ce qu'ils vont avoir des outils renforcés? C'est plus de tests, plus de vaccins. Je sais qu'il y avait déjà eu plus de vaccins. Est-ce que c'est encore plus ou c'est quoi la façon de les aider? De toute façon, dans les 3 régions, là, on parlait encore, on leur parle régulièrement, là, tous les jours, en fait. Je vous donnerai un exemple. En Outaouais, là, où je vous avais dit la semaine dernière là, que j'allais m'impliquer personnellement là, pour suivre ça, je pense que ça va déjà mieux. Là. On a été capable de réduire nos délais d'attente pour des résultats, là, presque à 80 dans 48 heures, c'est une grosse amélioration. Mais il y a eu un ajustement que j'apprécie beaucoup du côté de la santé publique avec les tests rapides. Puis je prends peut-être une autre minute pour vous l'expliquer. Un des enjeux qu'on avait avec les tests rapides, c'est que on nous demandait de faire le suivi sur le test lui-même, de l'enregistrer dans le registre de dépistage, alors que là, étant donné l'augmentation qu'on a eue, entre autres dans ces régions-là, bien, il fallait non seulement dépister les gens, mais les cribler. OK? Donc, 2 changements que la santé publique a acceptés dans les derniers jours. Premièrement,
on va commencer à ne cribler que 50 des tests. Donc, au lieu de faire, quand vous voyez une journée de 40 000 tests, là, bien, on en travaillait 80 000 parce qu'il fallait non seulement tester les gens en laboratoire, mais en plus les cribler. Là, maintenant, on dit qu'il y a tellement de variants, puis les variants, on les connaît à peu près toutes, donc on va diminuer le nombre de criblages qui va rendre nos laboratoires beaucoup plus efficaces et être capables de donner les résultats. Donc ça, c'est un gros changement. Le deuxième changement, c'est qu'on n'a plus l'obligation d'enregistrer le résultat du test rapide. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai une éclosion en Outaouais, dans une école ou dans une entreprise. Ce que je demande aux gens, les entreprises qui nous ont demandé des tests rapides, c'est occupez-vous pas de nous envoyer le résultat. On veut pas savoir le résultat. On veut juste savoir si la personne est testée positive. Et là, dans le cas de ceux qui sont testés positifs, là, allez faire un test PCR. Ça a l'air de rien, mais c'est une très, très grosse différence. Donc, je réponds à votre question. Là, ça, en Outaouais, ça va faire une grande différence. Puis, on va l'appliquer. Hier, on a parlé à nos différents personnes en santé publique. Là. Puis, on va appliquer ces nouvelles mesures-là qui vont faire une grande différence dans l'efficacité, notamment à cause des variants qui nous ont causé les problèmes de criblage, etc., qu'on n'avait pas avant. Ça peut être appliqué à Québec-Chaudière aussi? Ah oui, oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. Les manifestations, M. Legault, il y en annonce encore ce soir, Québec, Montréal. Quelqu'un qui casse pas de vitre, là, mais qui manifeste à 8h01 dans votre livre, c'est merci, bonsoir, c'est la même chose? Pas la même chose, je sais que les accusations ne sont pas les mêmes, mais pour vous, passer 8h, c'est... Bien, écoutez, il y a un couvre-feu à 8h pour le bien de la population. Puis si les gens ne respectent pas le couvre-feu de 8h, ils s'exposent à avoir une contravention. Maintenant, les vandales, puis ceux qui brisent des vitrines, bien, eux autres, là, je pense que tous les Québécois, là, sont choqués de voir ça. Puis les policiers vont essayer de les attraper puis de leur donner les contraventions qu'ils doivent recevoir. François Carabin, Métro. Une question qui a été posée plus tôt. Il y a eu certains problèmes avec la technique, mais j'aimerais revenir, M. Legault, sur votre retour à la normale anticipé à la fin de l'année scolaire, donc à peu près à la fin juin. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre réellement, considérant qu'il faut quand même toujours 2 doses de vaccination et qu'à ce moment-là, ça ne va pas être toute la population, ça va être loin d'être toute la population qui va avoir reçu une deuxième dose? Bien, écoutez, vous savez que quand des gens ont une dose, ils sont quand même protégés, je ne sais pas, à 85-90 %. C'est certain qu'avec 2 doses, ils sont plus protégés. Puis ce que je vous dis, c'est pas que toutes les mesures tombent le 24 juin au soir. Là. Ce qu'on dit, c'est que là, au lieu d'avoir un échéancier qui est de quelques semaines, bien, on a un échéancier qui est un minimum de quelques mois avant qu'on retrouve une certaine normalité. On espère être capable d'y aller graduellement à travers ces mois-là, mais l'échéancier est repoussé. Là. C'est surtout ça que je veux vous dire, là, c'est que l'échéancier où on voyait le retour à la normalité une fois que les personnes âgées seraient vaccinées, bien là, avec le nombre de jeunes qui se retrouvent dans nos hôpitaux, il va falloir attendre que tout le monde qui veut être vacciné soit vacciné avant qu'on pense revenir à la normalité. Parfait, merci. Et j'aimerais vous interroger aussi sur, vous avez vu comme moi que l'Ontario a annoncé la fermeture à venir de ses écoles primaires et secondaires hier. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi il y a une différence de philosophie, là? C'est où qu'il y a une nuance, si on veut, entre votre position et la position que vous avez vue de l'Ontario hier? Bon, d'abord, l'Ontario n'a jamais eu de couvre-feu, ni à 8h, ni à 9h30, puis ils n'en ont toujours pas. Deuxièmement, nous, on préfère fermer les écoles là où il y a des problèmes importants. Quand la situation le justifie, on préfère garder nos écoles ouvertes. Maintenant, il faut comprendre aussi que l'Ontario était en congé scolaire de 2 semaines. Une semaine pour Pâques, puis une semaine, le congé scolaire qui avait été remis il y a à peu près 1 mois. Donc, il y a une situation qui est quand même différente. Et puis, ben, l'Ontario sont rendus à 1800 hospitalisations. Là. Donc, même si vous faites une règle de 3,
ils sont dans une situation beaucoup plus difficile que nous. Puis nous, on aime mieux le gérer région par région. Merci. Hugo Pilon-Larose, La Presse. Bonjour à tous. On repousse semaine après semaine, finalement, le retour au rouge pour la région de Québec, Chaudière-Appalaches, l'Outaouais. Maintenant, c'est jusqu'au 25 avril qu'on garde des mesures spéciales. Mais dans les réunions que vous avez avec le docteur Arruda ou avec les directeurs régionaux de santé publique, avez-vous vraiment des projections qui vous permettent de croire qu'au 25 avril, à Québec, par exemple, où la situation semble pire que jamais, il y a une manière de rouvrir les écoles et de changer de palier d'alerte? Bien, d'abord, là, ce que nous disent les experts, c'est que c'est difficile de voir l'impact des mesures, des nouvelles mesures qu'on a mises en place récemment sur les projections. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est que leurs projections vont être meilleures la semaine prochaine que cette semaine. Bon, je vous vois sourire, là, mais à travers votre masque. Mais c'est certain là qu'il faut d'abord regarder l'impact sur les cas, ensuite l'impact sur les hospitalisations. Donc, c'est sûr que les mesures, puis si on regarde, par exemple, Chaudière-Appalaches, on les a mises en place 3 jours plus tard qu'à Québec, entre autres la fermeture des écoles. Donc, il faut laisser un petit peu de temps avant que les projections soient plus fiables. Sur un autre sujet, on apprenait ce matin dans la presse que des dizaines de milliers d'images de pornographie juvénile sont détectées chaque année sur des serveurs informatiques d'entreprises qui sont hébergés ici au Québec. Est-ce que votre gouvernement peut faire quelque chose dans cette situation-là, notamment vis-à-vis des entreprises québécoises qui détiennent les serveurs? Recherche proactive, ne pas attendre d'avoir finalement un signalement. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de faire? Moi, je pense que c'est une situation qui est inacceptable. Je pense que les entreprises ont effectivement une responsabilité. Donc, entre autres, Geneviève Guilbeault travaille sur ce dossier-là, mais c'est inacceptable, puis il faut que ces entreprises-là soient mises face à leurs responsabilités. Mylène Crête, Le Devoir. Bonjour. Ma question est pour M. Dubé. Je me demandais, en ce qui a trait aux cliniques privées, M. Dubé, pourquoi avoir négocié un contrat de 2 ans avec une marge de profit accrue au lieu de reconduire un contrat de 3 ans avec la marge de profit à 10 %? Bien, écoutez, dans toutes les négociations qu'on a, on essaie de trouver le meilleur arrangement possible. Là. Je peux vous dire que si la situation était différente, on serait peut-être un petit peu plus indépendant par rapport aux cliniques privées, mais ce qui n'est pas le cas. Il faut se remettre dans le contexte que les contrats qu'on a signés nous ont permis d'augmenter notre capacité de limiter le délestage de 15 %, ce qui est énorme. Alors, je pense qu'on a essayé de trouver la ligne correcte entre ce qui était une entente raisonnable. Des fois, c'est la période, des fois, c'est le prix. Dans certains cas, on a essayé de trouver cet équilibre-là. Moi, je suis très, très content que nos gens du ministère ont pu négocier près d'une 22 ententes avec le privé, parce qu'en ce moment, je peux vous dire, si vous avez des gens qui se font traiter dans le privé, sont très heureux de ne pas être encore ajoutés à la liste d'attente. Donc, on a essayé de trouver le meilleur compromis. Et qu'est-ce qui bloquait pour signer un contrat de 3 ans? Je ne suis pas certaine d'avoir compris. Parce que si vous me dites que c'est trop cher, bien, je vais être content de l'avoir signé pour 2 ans. Si vous me dites qu'il est au bon prix, bien, je serais content de l'avoir signé pour 3 ans. C'est toujours une question d'équilibre entre le prix et la période. Là, ici, on a trouvé le compromis qu'à ce prix-là, on était heureux de l'avoir signé pour 2 ans. Maxime Denis, Nouveau. Bonjour, monsieur. Monsieur Legault, est-ce qu'on peut envisager une pause vaccin? Le Québec solidaire demande ça. Et là, les plages horaires de jour, il y en a de plus en plus disponibles. On va aller dans la population de plus en plus active aussi. Est-ce que ça peut être envisagé comme quand on est dégagé pour aller voter? Bien, je l'ai expliqué, puis je vais l'expliquer. Toute idée peut être bonne, mais il faut faire la différence entre libérer un employé pour 4 heures pour aller voter quand il y a juste une journée pour le vote. Là, ici, on parle de cliniques sans rendez-vous. On a ajouté des cliniques de nuit. On a des cliniques avec rendez-vous. La vaccination se fait sur des semaines et des semaines. Alors oui, je comprends qu'on veut comparer ça au moment où on libère un employé pour aller voter. Mais en plus, je vous dirais que ce qui va arriver dans les prochaines semaines, puis vous avez vu
l'excitation des entreprises. À partir du 1er mai, on va avoir des entreprises dans lesquelles les employés vont pouvoir aller directement se faire vacciner sur le lieu de leur employeur. Alors, quand vous mettez tous ces facteurs-là ensemble, je pense qu'on a donné aux Québécois pas mal d'alternatives pour aller se faire vacciner. Monsieur Legault, est-ce que c'est d'être solidaire avec les festivals, les musées, les autres personnes au Québec qui attendent leur tour que d'avoir un Grand Prix de la F1 à Montréal? Oh, écoutez, il n'y a rien de réglé avec le Grand Prix de la F1. La seule affaire qui nous intéresse, c'est qu'il y a des retombées importantes, entre autres pour les hôteliers de Montréal, là, très importantes, et des vraies retombées, parce que c'est de l'argent qui vient de l'extérieur du Québec. C'est tout. Bon, puis évidemment, on parle d'une activité qui aurait lieu sans spectateurs. C'est possible. Je vous avoue que si c'était pas de remettre en question les années suivantes, là, moi, je vois pas pourquoi on a besoin de ça cette année. Nous allons maintenant passer aux questions en anglais. Philippe Autier de Gazette. Good day. Good day. Bonjour. The situation in Laval and Montreal. La situation à Laval et à Montréal, vous dites l'observer de près. Comment expliquer que les cas d'infection ne montent pas dans ces deux zones? Monsieur le ministre, moi, pour ma part, je dirais que les Québécois, surtout dans ces deux zones, ont fait preuve d'une grande discipline et ont suivi les mesures sanitaires. D'autre part, je pense que la santé publique, sous le Dr Drouin et Trépanier à Laval, ont fait un travail remarquable. J'ai évoqué les mesures spéciales face aux variants depuis quelques semaines, donc du traçage intense. Non seulement les contacts, mais les contacts des contacts sont intensifiés. Donc, ils ont fait un travail impressionnant. Et je pense que le dépistage actif et le traçage également, les stratégies, on peut se croiser les doigts, mais ils ont fait un travail remarquable à cet égard. C'est ainsi que j'explique cela. Question pour M. Legault. On a vu des scènes disgracieuses depuis 2 soirs dans le Vieux-Montréal. Il y a eu du vandalisme, des émeutes. Êtes-vous préoccupé par le climat social qui prévaut au Québec et surtout à Montréal? Réponse. Avant tout, il est important de répéter que la très grande majorité des Québécois et des Québécoises appuient les mesures gouvernementales. Ils n'aiment pas voir ce qu'on a vu. Je pense que c'est une petite minorité de Québécois qui sont responsables de ces débordements. Pour l'instant, je pense que la situation est maîtrisée et si cela se reproduit, les forces policières seront en place. Question. Bonjour. Allez-y. Premièrement, les gens qui ont des maladies chroniques et qui ont besoin de se faire vacciner, on dirait qu'il y a une certaine confusion qui règne sur l'accès au vaccin. Qui est responsable de fixer le rendez-vous? Est-ce le patient ou le médecin? Et quelles sont les preuves requises? Donc, quels sont les critères pour les maladies chroniques? Et comment cela fonctionne-t-il, s'il vous plaît? Avant tout, réponse. Avant tout, il y a des maladies chroniques qui seront prises en charge par l'hôpital quand ils vont pour leur traitement. Par exemple, les gens qui ont besoin d'hémodialyse ou d'autres personnes qui ont des traitements oncologiques. Pour les autres, la meilleure façon, c'est de fixer un rendez-vous avec votre pharmacien. Et même certains pharmaciens ont appelé leurs patients à haut risque. Donc, à la pharmacie, les gens peuvent avoir accès à votre liste de médicaments. Et c'est donc la preuve de ces maladies chroniques. Je ne pense pas que les gens vont être obligés
de présenter un bilan de santé ou un examen médical, mais si vous vous rendez à l'hôpital ou au pharmacien, ça va être la meilleure façon de se faire vacciner. Merci. Pour la deuxième question, pour M. Dubé, vous avez mentionné les thromboses. On a détecté un cas au Québec et vous dites que les gens ne devraient pas se préoccuper, que vous avez maîtrisé la situation. Dites-nous, quelles sont vos procédures, s'il vous plaît? Et dites-nous ce qu'il en est. Réponse, oui, bien sûr. Peut-être le Dr Arruda pourra ajouter un complément de réponse. On est dans un état d'hypervigilance. Nous savons, et nous avons été tout à fait transparents à cet égard, ça pourrait être un cas par 100 000 cas d'infection. Donc, on assure le suivi et on s'assure que, comme dans ce cas-ci, que la personne puisse recevoir les soins nécessaires et elle se porte beaucoup mieux maintenant. Donc, voilà ce qu'on doit faire. Nous savions que la possibilité existait et la probabilité est réelle. Mais jusqu'ici, Horacio, je ne sais pas si tu voudrais rajouter. Réponse. Il y a ces problèmes de coagulation rarissimes, donc 1 par 100 000 doses environ. Ce qui est important, c'est que même la COVID-19 peut également provoquer des problèmes de coagulation. Et le risque d'avoir la maladie, quand on compare au risque d'avoir cette complication de coagulation, eh bien, la maladie est beaucoup plus dangereuse. C'est pourquoi cela fait partie de notre boîte à outils pour lutter contre la COVID-19. L'autre élément qui me vient à l'esprit, c'est que le traitement de ces embolies ne sont pas les mêmes que pour les thromboses ordinaires. Maintenant, chacun est au courant du syndrome de coagulation et on suit de très près les situations. Ceux qui vivent une thrombose après le vaccin, et ce n'est pas toujours évident, car quand vous êtes plus âgé, vous avez un risque plus élevé de thrombose. Donc, je pense qu'au Québec, nous avons détecté un cas. Cela démontre que nous avons un système en place qui est en mesure de détecter ce genre de problème. Les gens savent comment traiter un tel cas et nous allons suivre le déroulement de très près, comme on le fait pour tous les effets secondaires des vaccins au Québec. Question. Quant au vaccin pour les gens ayant des maladies chroniques, il y a des experts qui disent que si on le prend au sérieux, on devrait vacciner chaque personne qui vit dans le même domicile, dans la même bulle que la personne qui a une maladie chronique. Pourquoi le Québec ne le fait pas? Réponse, ce n'est que relié au nombre de vaccins et la stratégie. Le premier objectif du programme vaccinal, ce n'est pas de ralentir la transmission, c'est de protéger les gens vulnérables. Donc, si nous avions assez de doses, nous pourrions vacciner toute la population en même temps. C'est pourquoi on y va étape par étape, à protéger les gens plus âgés, les gens en maladie. C'est ça notre première priorité. Et si nous vaccinons la bulle résidentielle, il n'y aura pas assez de vaccins pour protéger les autres qui ont un risque plus élevé. C'est l'approche fondée sur les personnes hautement vulnérables et la situation où il y a un risque important d'éclosion. Mais c'est fondé sur le nombre de doses disponibles aussi. Question. Dr Arruda, êtes-vous prêt à donner le feu vert à la course F1 sans spectateurs? Réponse. Je pense qu'il faut évaluer d'un point de vue de la santé publique le risque de transmission dans les participants à la course, fondé sur différents protocoles. Nos équipes sont en train d'étudier le cas d'espèce. Donc, on a des discussions. Quelles sont les mesures pour les gens qui arrivent au Canada sans quarantaine? Je pense que c'est possible sur le plan technique. On peut éviter un risque pour la population si les normes d'hygiène sont respectées et tous les protocoles en place.
Question. Bonjour. Quel est votre état d'esprit, M. Legault, quand vous regardez le nombre d'hospitalisations et en sachant qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont touchés et qui se retrouvent aux soins intensifs? Vous ne comprenez pas ce qui arrive. Comment vous réagissez quand vous voyez le nombre d'hospitalisations qui monte en flèche? On ne comprend pas pourquoi les jeunes sont autant affectés avec autant de symptômes graves. Quel est votre état d'esprit? Réponse. Nous voyons qu'il y a 3 régions où nous sommes inquiets, où on voit l'augmentation dans le nombre d'hospitalisations. Jusqu'ici, nous ne le voyons pas à Montréal ou ailleurs au Québec. Par contre, nous savons ce qui se passe en Ontario et ailleurs. Donc, on ne peut pas exclure que cela soit le cas ici, à Montréal ou ailleurs au Québec. C'est pourquoi nous sommes prudents. Ce que nous voyons également, c'est que le nombre de personnes en deçà de 60 ans qui se rendent à l'hôpital est à la hausse. Cela a même doublé en lien avec la première vague. Ça, c'est un changement, vraiment une nouvelle donne. Et donc, par conséquent, jusqu'à ce que tous les gens soient vaccinés, y inclut les jeunes, ça va être difficile. Et il y a de l'incertitude. Question numéro 2. Le couvre-feu. Vous dites que vous allez prolonger de façon temporaire les mesures d'urgence temporaires pour les 3 régions. Le couvre-feu est en place depuis longtemps maintenant. À 20h ou 21h30, on retourne à 20h. Mais vous n'êtes pas sûr si vos mesures fonctionnent. Comment expliquer que le couvre-feu est essentiel aux gens qui ont beaucoup de mal à comprendre l'utilité d'un couvre-feu? Réponse. Pour moi, ça a un rapport direct avec les visites entre les maisons. Bien sûr, si le couvre-feu est à 21h30, vous avez plus de temps à aller voir des gens dans leur maison en comparaison avec 20h. On l'a vu par le passé au Québec, on l'a vu également ailleurs, dans d'autres pays du monde. La France avait même mis à 18h le couvre-feu à un certain moment. Donc, nous pensons que cela réduit le nombre de contacts sociaux entre les gens. Et nous espérons que nous ne devrons pas fermer les écoles à Montréal ou à Laval pendant une certaine période, mais on ne peut pas exclure ce scénario. C'est pourquoi nous commençons avec cette mesure-là. Merci tout le monde. Et oui, c'est ce qui met fin à ce point de presse, au cours duquel on constate dans une certaine mesure que François Legault a perdu certaines de ses illusions au cours des dernières heures en faisant le bilan de la situation de la COVID au Québec. On est dans le trouble, ce sont ces mots, tant et aussi longtemps que les Québécois qui le veulent ne seront pas vaccinés, n'auront pas reçu leur première dose du vaccin. Si bien que François Legault repousse de quelques semaines à 2 mois, dorénavant l'échéance c'est 2 mois, un commencement de retour à une certaine normalité. L'échéance est dorénavant fixée au 24 juin. Il pensait qu'en ayant vacciné les 65 ans et plus, on pourrait revenir à une certaine normalité, mais là, il s'aperçoit qu'il va falloir qu'il vaccine beaucoup plus de monde pour revenir à cette certaine normalité. Il y aura d'ici là beaucoup d'incertitudes, ajoute-t-il. Il prolonge d'1 semaine les mesures d'urgence dans la ville de Québec, dans la région de Chaudière-Appalaches, dans la région de l'Outaouais aussi. Ça veut dire quoi? Couvre-feu à 20h, commerce non essentiel fermé et école fermée jusqu'au 26 avril. Donc, 1 semaine de plus que ce qui était prévu. Aux jeunes adultes, il leur dit « Je comprends que vous soyez tannés ». Et sans vouloir leur faire la morale, il ajoute « C'est votre santé qui est en jeu en ce moment. Dans les hôpitaux, on voit de plus en plus de jeunes être hospitalisés. Il y a donc un danger pour les jeunes. Ils doivent respecter les mesures sanitaires. Peut-être que la seule bonne nouvelle du point de presse, c'est que la vaccination pour les travailleurs essentiels et les gens qui souffrent de maladies chroniques sera ouverte à l'ensemble des gens au Québec. À partir de demain, ils pourront prendre rendez-vous. Christian Latreille et l'Info suivent à l'instant. Merci d'avoir été là. À demain, 12h30.